Et salut à tous, bienvenue dans ce 19e numéro de La Perme, votre journal politique du confinement, qui a pour but non pas seulement d'informer, mais d'aborder politiquement la période exceptionnelle que nous sommes en train de vivre et d'essayer de dégager des pistes de lutte pour maintenant et pour après. Alors, comme d'habitude, je vous encourage à partager cette vidéo, mais aussi à la liker, à vous abonner sur la page de Parole d'honneur pour ne rater aucune émission. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir en nous faisant un don via le lien qui s'affiche à l'écran. Enfin, comme toujours, nous avons fait cette formule pour que vous ayez la possibilité de poser vos questions et remarques aux invités. Donc, pour cela, rien de plus simple, vous le faites dans la section commentaires de ce live et moi, je le ferai remonter en deuxième partie d'émission. Pour ce 19e numéro, on va continuer notre discussion sur le jour d'après en nous posant la question suivante: comment construire notre puissance politique? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Ludivine Bantini. Bonjour Ludivine. Bonjour et merci beaucoup. Bonjour, alors tu es historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rouen-Normandie. Tu es aussi membre du collectif Ni guerre ni état de guerre et tu es auteur de plusieurs ouvrages dont Révolution, qui a été publié aux éditions Anamosa en 2019, ou dernièrement La plus belle avenue du monde, une histoire sociale et politique des Champs-Élysées, édité chez La Découverte en 2020. J'ai aussi le plaisir de recevoir Mehdi Mefta. Bonjour Mehdi. Salam alaikum. Alors toi, tu es militant antiraciste et décolonial et tu es aussi membre du Parti des indigènes de la République. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir Hugo Paletta. Bonjour Hugo. Salut. Alors toi, tu es sociologue, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Lille. Tu es aussi directeur de publication de la revue Contretemps et tu es auteur notamment de La possibilité du fascisme, France, la trajectoire du désastre, qui a été édité à La Découverte en 2018. Alors, avant de commencer notre discussion et notre débat, on va passer par ma question habituelle. Et je voulais savoir comment ça se passe pour vous dans cette période un peu exceptionnelle, le confinement. Est-ce que vous êtes contraint d'aller travailler ou autre chose? Et notamment, pour toi, Mehdi, comment ça se passe aussi cette période de jeûne, le confinement, le jeûne en période de confinement? Alors moi, je travaille en fait dans un secteur qui est touché par la crise sanitaire. Donc je travaille dans l'hôtellerie. Donc je suis au chômage partiel. Donc bon, j'appréhendais en fait cette période parce que on est très exposé avec des populations qui pourraient éventuellement être contaminées par le virus. On a peur pour notre famille. On a aussi peur pour notre famille de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il y avait une période où il y avait vraiment de l'inquiétude, de l'anxiété. Et heureusement, le mois de Ramadan du jeûne, donc il arrive et donc ça nous apporte aussi de la sérénité. Ça participe à ce qu'on puisse réfléchir à autrui, en fait à la société, comment on peut riposter à ce rouleau compresseur déployé par l'État et par tous les régimes dans le monde. Mhm. Hugo, toi, comment ça va? Du mieux, mais non, ça va. Sincèrement, ma situation est quand même privilégiée de fait. Donc globalement, ça va. Et très actif, on a vu sur Contretemps aussi. Ouais, alors voilà, c'est du travail un peu à distance et du travail militant, donc c'est du travail choisi. Voilà, c'est de l'autodiscipline pour essayer de faire vivre un média militant. Donc, mais c'est très bien ça. Et pour terminer, Ludivine? Oui, bah, il y a des hauts et des bas, mais je pense qu'à partir du moment où on n'est pas amené à travailler à l'hôpital ou dans un supermarché ou dans une usine, étant donné les conditions de travail qui s'y déploient, c'est difficile voilà, de se plaindre. Moi, ce que je trouve vraiment très rassérénant, c'est justement le foisonnement des initiatives, des solidarités de toutes sortes, hein, dont on va sans doute parler, et ça fait beaucoup de bien, et on essaye toutes et tous d'y prendre notre part. Eh ben, écoutez, avant, on va commencer le débat. Et avant de parler de l'après, j'aimerais qu'on parle de l'actualité, là, directe, et notamment de la gestion du gouvernement. Quel est votre regard sur la manière dont il gère la crise sanitaire actuelle? Est-ce qu'on a affaire à de l'incompétence ou à une gestion qui est en fait typiquement néolibérale ou peut-être un mix des deux? On commence par toi, Ludivine? Oui, je pense que tu as raison dans cette dernière hypothèse, un mélange des deux.
il me semble que l'incompétence dont il témoigne, c'est-à-dire qui est passé par à la fois du déni, puis carrément du mensonge, un mensonge d'État, puis une espèce d'amateurisme généralisé, etc. Ça procède aussi de politiques capitaliste et néolibérale particulièrement offensive ces dernières années. Enfin, on en a tous et toutes fait le constat qu'en fait, si on se retrouve dans cette situation extrêmement autoritaire du point de vue de ce qu'est le confinement, avec une surveillance généralisée, avec une exacerbation aussi de la violence d'État, de la violence policière, c'est bel et bien parce qu'on a un système de santé qui a été attaqué tous azimuts pendant des années et des années, et pas d'ailleurs uniquement par ce gouvernement. Donc voilà, ce qui peut nous apparaître en effet comme de l'incompétence et de l'amateurisme, c'est que le prix payé par cette politique extrêmement grave, extrêmement offensive, comme un rouleau compresseur. Ensuite, c'est vrai qu'il va falloir qu'ils rendent des comptes. Et ce qui est vraiment passionnant aussi dans cette situation, c'est à quel point, on le voit chez les soignantes et les soignants, mais on le voit aussi dans bien d'autres secteurs, il y a une volonté justement que ce pouvoir à la fois menteur et oppresseur, en fait, rende des comptes, y compris en justice. Donc il y a plein de moyens de s'organiser en ce sens. On y reviendra là aussi, mais ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la situation, c'est que ce gouvernement se donne les apparences de la force, de la puissance, notamment par tout simplement son bras armé, comme on le voit avec ces espèces de mise en surveillance généralisée et une logique sécuritaire vraiment exacerbée. Mais en fait, c'est aussi sa faiblesse, parce que évidemment, ça ne dupe plus personne. Le discours qu'il a de la rhétorique guerrière, nous sommes en guerre, la rhétorique d'union nationale, d'union sacrée, on peut penser aussi qu'en réalité, ça ne dupe pas davantage, que il y a vraiment une conscience que non, il n'y a pas une union sacrée avec ce gouvernement qui nous a mis dans cette situation. Donc en fait, là aussi, je pense qu'il faut pas être trop optimiste non plus sur la fragilité de ce pouvoir, parce qu'il a une puissance qu'il va falloir justement contester et être à la hauteur de ce rapport de force qui est pas toujours en notre faveur. Mais c'est vrai que cette démonstration de puissance et rodomontade guerrière, militaire y compris, on l'a vu avec ce que Macron a appelé fin mars l'opération Résilience, en envoyant des porte-hélicoptères aux Antilles ou à la Réunion, prolongeant en fait cette rhétorique guerrière par des faits concrets en fait de ce type, eh bien c'est aussi sa fragilité, parce que ça montre en fait qu'il a peur aussi. Enfin, je pense que c'est un gouvernement qui de toute façon exerce son pouvoir par la peur, et ça fait aussi des années qu'il en est ainsi. On l'a vu avec le Nous sommes en guerre de François Hollande. Donc une manière de gouverner par la peur, mais c'est aussi parce qu'il y a une véritable peur au sommet de l'État. On a pu le voir dans la presse la plus mainstream, des articles qui indiquaient justement qu'il y avait une crainte des soulèvements, des révoltes, des émeutes, y compris des émeutes de la faim. Le préfet du 93 a parlé carrément d'émeutes de la faim. Donc voilà, pour conclure, je pense qu'il y a ce mélange-là d'affirmation de puissance et en même temps de fragilisation, et ça crée une brèche évidemment pour instaurer un rapport de force qui soit vraiment à la hauteur de cette situation de crise. Ouais, on va en parler durant cette émission. Hugo ? Ouais, de la même manière, je pense qu'il y a un mélange des deux, mais c'est vrai qu'il faut, je crois, d'abord insister sur ce qui renvoie à la rationalité capitaliste elle-même, à la fois à court terme et à long terme. À court terme, c'est les décisions gouvernementales prises au début de l'année qui ont été en fait d'ignorer l'expansion de l'épidémie malgré toute une série de signaux qui étaient envoyés dans les revues scientifiques internationales. Ça a été montré dans un article de La Vie des idées, qui insiste sur l'agenda, qu'est-ce qu'on savait à tel ou tel moment. On pouvait savoir fin janvier, fin février, etc., qu'on allait vers une pandémie. Alors quand on regardait ces revues-là, qu'on est censé regarder quand on est ministre de la Santé, etc. Donc il y a eu une rationalité capitaliste qui consistait à dire, disons immédiate, de court terme, qui consistait à dire on verra bien ce qu'il adviendra et on fera au dernier moment s'il faut. C'est pas très grave de toute façon. Et ça, c'est ce qui s'est passé en février, mars, quoi.
Après, il y a la rationalité capitaliste de long terme qui a consisté dans ce qu'a dit Ludivine, c'est-à-dire la destruction du service progressif du service public de santé, qui n'est pas totalement détruit évidemment, hein, mais qui est largement affaibli par les politiques néolibérales, etc. Alors après, il y a quand même cette question de l'incompétence. Je pense que c'est pas anodin, parce qu'on peut comparer les gouvernements néolibéraux entre eux et voir à quel point il y a des gestions de crise qui sont moins criminelles d'une certaine manière que celle qui a été que celle du gouvernement français. Le gouvernement allemand n'est pas moins néolibéral que le gouvernement français, mais bon, il est assez clair que sa gestion a été moins irrationnelle et moins incompétente que celle de l'équipe de Macron. Donc, ce qui renvoie effectivement à comment expliquer cette incompétence notoire. Et là, moi, j'ai pas de bonne réponse. Il faudrait sans doute s'interroger sur la trajectoire même d'Emmanuel Macron, le fait qu'il a constitué une sorte de solution de rechange dans une situation qui était difficile pour la bourgeoisie française, qu'il a érigé en sauveur. Bon, disons que c'est pas quelqu'un qui sans doute avait se caractériser par une vision, disons, de long terme, des enjeux, etc. Bon, c'est quelqu'un qui a tout construit sur une stratégie de court terme, d'accession au pouvoir par tous les moyens. Bon, et donc sans doute qu'on pourrait bâtir une interprétation de l'incompétence notoire et criminelle de son gouvernement à partir de ce type de logique, quoi. Mehdi ? Oui, moi je pense qu'il y a une difficulté quand même à pointer juste du doigt le caractère néolibéral de tel ou tel gouvernement, parce qu'on voit que la gestion n'était pas le même, c'est-à-dire le néolibéralisme, il a joué un rôle, ça c'est incontestable. Sur la question de l'incompétence, on peut aussi ajouter l'élément qui est à mon avis important concernant le démantèlement de toutes les compétences liées à la gestion d'ISRAS. Le gouvernement Macron, c'est-à-dire c'était progressif, mais le gouvernement Macron aussi s'est isolé de toutes ces compétences qui pouvaient quand même alerter le gouvernement sur la manière de gérer ce genre de crise. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une différence entre les sociétés qui avaient auparavant géré cette crise dans les années 2000 et les sociétés qui n'avaient pas cette possibilité-là. On voit parfaitement très bien que tous les pays très très riches, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France, n'étaient pas outillés socialement parlant, que ce soit idéologiquement, socialement parlant, pour pouvoir répondre à cette crise. Mais je pense aussi qu'il y a aussi autre chose de beaucoup plus important que la question de l'incompétence ou la question juste de la gestion libérale. C'est notre routine, cette colonialité de l'être, qui fait qu'il y a des gens qui ont accès aux soins et d'autres qui n'ont pas accès aux soins, des gens qui meurent et qu'on accepte leur mort comme étant normale et d'autres qu'on n'accepte pas leur mort comme étant normale, les gens qui sont déjà enfermés, confinés et d'autres qui sont beaucoup plus libres, en fait ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus systémique et beaucoup plus profond que la question juste de la gestion néolibérale qui joue un rôle, la question de l'incompétence qui joue un rôle, mais je pense qu'il y a la question de la colonialité de l'être qui joue aussi un rôle, la question de la routine, la catastrophe. C'est quelque chose de routinier. L'exception, c'est quelque chose de routinier. C'est quelque chose qu'on accepte. Juste une fois, moi je vois, il y avait quand même un avant et un après l'arrivée de la pandémie et ses dégâts en Italie. Jusqu'alors, les bourses mondiales, le cours des bourses, il a continué à augmenter. Et une fois qu'arrivé en Italie, on a vu la panique s'emparer et ce discours est devenu quasiment mondial. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est beaucoup plus profond que les explications, parce qu'en fait, ces explications, on va toujours avoir des difficultés. Il faut une combinaison d'explications pour expliquer une crise qui a un caractère systémique. Et c'est d'où l'intérêt de cette crise, c'est justement parce qu'il nous interroge sur le système qui domine le monde. On va creuser tout ça durant cette discussion entre nous. Donc, je rappelle aux auditeurs qui peuvent poser leurs questions et remarques dans la section commentaires. Moi, je les ferai remonter en deuxième partie d'émission. On va continuer un petit peu notre discussion tous les quatre pendant une petite demi-heure. Et là, avant d'aller dans les détails, notamment aux questions des inégalités, que ce soit au niveau national et international, je voulais une question un peu plus générale encore. C'est que là, on voit qu'il y a une crise sanitaire qui met plus d'1 milliard de personnes
personnes en confinement, une crise économique sans précédent depuis les années 30, des crises alimentaires qui guettent partout dans le monde, même en France. Est-ce que, selon vous, on est devant un moment historique, devant un tournant crucial et une crise terrible de la modernité occidentale capitaliste? Qui veut commencer? Mehdi, je te vois à l'écran. Ben, en fait, moi, je voulais d'abord revenir juste un petit peu en arrière, l'année précédente. Ouais. L'année précédente, on a vu quand même le surgissement du soulèvement populaire partout dans le monde, en Irak, au Liban, à Haïti, en Guinée, en Algérie. Et ces mobilisations populaires traduisent quand même la contestation d'un système oppressif. La crise du coronavirus vient momentanément en fait casser cet élan de soulèvement populaire qu'on avait aussi en France avec la contestation sur le projet de loi concernant les retraites et concernant un pan entier de la société. Donc je pense que ce qui est important de mon point de vue, c'est de faire en sorte que cette crise systémique, la manière de la gérer ne soit pas utilisée par tous les gouvernements. C'est ce qui se passe en ce moment pour casser ces élans, ces soulèvements et ces révoltes populaires. Hugo? Ouais, alors, bon, évidemment, un moment historique, ça c'est certain, hein, on est face à quelque chose qui est d'une magnitude exceptionnelle. Je veux dire, la moitié de l'humanité confinée, ou bon, je ne sais pas le chiffre exact, hein, mais bon, on est face à quelque chose qui, de l'ordre de l'expérience politique, est absolument quand même sidérant. Pour autant, changement de période historique, pas sûr, parce que, bon, et je dis ça d'ailleurs, je pourrais faire référence au titre du dossier de Contretemps qui est Covid-19 année zéro. En fait, on aurait dû mettre un point d'interrogation parce que, de mon point de vue, il n'y a pas de changement de période historique à ce stade, hein, dans la mesure où un changement de période historique, il me semble, suppose un changement décisif des rapports de force entre les classes ou entre les puissances impérialistes dominantes et les pays opprimés, ou entre eux-mêmes, y compris des puissances impérialistes dominantes et des puissances impérialistes ascendantes. En tout cas, un changement de rapport de force de classe ou internationale de grande ampleur. Et pour l'instant, on a une espèce de suspension des rapports de force, une espèce d'état d'apesanteur qui ne va pas durer, évidemment, mais c'est ce qui va se jouer dans les mois et les années à venir qui va trancher. Donc, d'une certaine manière, pour moi, on est toujours dans la même période historique dans laquelle on était auparavant. Ce qui nous amène à un débat très, très important, à mon sens, sur justement quelle période historique dans quelle période historique on était déjà avant la crise du Covid. Et il me semble, bon, là, c'est ce qu'a dit plus ou moins Mehdi, c'est qu'on est, alors là, on pourrait essayer de périodiser, mais bon, je crois quand même que la grande crise du capitalisme de 2007-2008 a été, là, pour le coup, quand même un point d'inflexion important. On est rentré dans une période une ère de convulsion sociale et de polarisation politique très importante, qui a engendré d'ailleurs des révolutions dans toute une série de pays, de soulèvements populaires déjà à partir de 2011 en Tunisie, en Égypte. Alors c'est pas du tout une causalité directe avec la crise du capitalisme, mais il y a quand même évidemment une dimension de cet ordre-là. Et donc on entre dans une période, en tout cas moi c'est mon hypothèse, où notamment la question de la révolution et même la question de la transition vers autre chose que le capitalisme, ce qu'on peut appeler socialisme ou communisme, peu importe le fétichisme des mots, disons, bon voilà, à quelque chose d'autre que le capitalisme et de plus émancipateur, disons, cette question-là se retrouve posée. Et c'est une hypothèse forte, parce que pendant près de 40 ans, de fait, depuis, je dirais, les années, l'Italie des années 70, depuis le Portugal de 74-75, depuis les années 68 en France, de fait, la question notamment des révolutions, notamment dans les pays occidentaux, a été évacuée, a déserté le terrain. Et donc, je crois qu'on est en fait au début de cette période-là. Je ne pense pas qu'une révolution soit imminente. Par contre, je pense qu'il y a une actualité de la question révolutionnaire dans la période historique dans laquelle on est entré, disons, au cours des 10 dernières années. Et c'est ça, à mon avis, qui doit être discuté, pas en se disant il faut être prêt dans 3 semaines parce que c'est la révolution au sortir du confinement, ou je ne sais pas quoi, parce que les gens vont s'être rendus compte que le capitalisme s'est pourri, etc. Bon, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais par contre, il faut, à mon avis, se préparer à des convulsions sociales
sociales et des polarisations politiques encore plus accentuées dans la période qui vient. Et du coup, préparer ça, ça veut dire avoir une série de discussions, de débats collectifs, connectés à des pratiques militantes, évidemment, connectés à des constructions de mouvements, de mobilisation, hein, mais qui posent à nouveau une série de questions qui ont été posées à divers moments de l'histoire des luttes sociales des 2 derniers siècles, hein, d'une certaine manière. Hein. Bon, on y reviendra, mais les questions de forme d'organisation, d'alliance, les questions justement de quel type de changement social, le réformisme, la révolution, quel type de révolution, toutes ces questions, il faut les remettre sur le tapis, parce que je crois qu'on entre dans une période, on est entré dans une période, je pense que ce n'était pas le cas clairement dans les années 90 ou 2000, où c'était important de maintenir la question du socialisme et de la révolution comme un horizon, mais où de fait elle ne se posait pas de manière immédiate. Aujourd'hui, je pense qu'elle se pose de manière beaucoup plus immédiate et beaucoup, pas forcément imminente, mais en tout cas comme une question très, très actuelle pour nous. Ludivine ? Oui, pour aller dans le sens aussi de ta question initiale sur est-ce qu'on vit un événement historique, même si je rejoins absolument ce que vient de dire Hugo sur est-ce qu'on a changé de période, voilà, ce n'est pas tout à fait la même question. Je pense que de fait, on vit bel et bien un événement historique au sens où il y a déjà un temps qui est complètement extraordinaire dans ce qu'on vit et qui a un mélange en fait très complexe de temporalité, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression d'une suspension du temps, voilà, d'un temps suspendu parce qu'une grande partie de l'économie mondiale est à l'arrêt et que donc ça, c'est un événement complètement extraordinaire, d'autant que c'est une espèce d'auto-arrêt du système, donc quelque chose qui était absolument inimaginable, mais qui donne à penser justement sur la façon dont on pourrait modifier radicalement les conditions de production, de consommation, etc., de partage des richesses. Bon. Donc c'est un événement en soi, avec une temporalité, comme je disais, qui est compliquée, parce que d'un côté, il y a ce suspens, et de l'autre, il y a une accélération quand même justement des mesures autoritaires, de la violence d'État. On l'a vu très très bien sur la façon dont l'état d'urgence sanitaire était d'emblée une forme de violence à l'égard des salariés, à l'égard des plus précaires, à l'égard des exilés, des réfugiés, des migrants en général, à l'égard des sans-abri, et des salariés qui ont été amenés à voir leurs conditions de travail se dégrader de manière assez vertigineuse. Donc, de fait, c'est véritablement un événement. Après, je rejoins absolument ce que Hugo vient de dire sur le fait que ça ne changera pas fondamentalement la caractérisation de la période si le rapport de force, justement, ne le modifie pas radicalement. Ce qui me semble quand même très important dans la crise qu'on est en train de vivre, c'est l'effet de révélation. Enfin, comme dans tout événement historique, dans toute crise, il y a un effet de surgissement, de révélation sur l'état des lieux de ce monde. Et là, ce qui est très important, c'est qu'on parle énormément de capitalocène. Alors, on en parlait évidemment avant, mais là, il y a une sorte de démonstration d'un acte à l'échelle mondiale des effets délétères du productivisme capitaliste et de ce qu'on a pu nommer le capitalocène, y compris dans la façon dont le virus a surgi et s'est répandu, avec toutes les questions dont on pourrait décliner les facteurs sur l'élevage industriel intensif, sur les industries extractives, sur le fait que il y a des sauts d'espèces liées à la destruction des biotopes et des milieux de vie de certaines espèces animales sauvages. Bon. Donc, en fait, ce capitalocène, il nous dit aussi l'importance justement de la destruction opérée par le capital, qui va toujours, malgré tout, chercher son accumulation, sa valorisation. Donc, par rapport à ce que disait Mehdi tout à l'heure, je pense que c'est vraiment intéressant aussi de raisonner en termes de rapport sud-nord. C'est vrai que, par exemple, le virus Ebola n'a pas suscité une mobilisation comme on le voit aujourd'hui dans le cas du coronavirus. Et aussi, finalement, une maladie venue des pays capitalistes, etc., et dans un monde justement de plus en plus interconnecté, il a suscité cet arrêt. Je pense, pour terminer sur la question du rapport de force, qu'en fait, par rapport à la crise de 2008, où on a vu que tout à coup, on pouvait injecter des milliards comme ça dans les banques, dans la finance pour sauver ce système. Là, la crise qui nous attend va être extrêmement violente. Enfin, c'est à ça aussi qu'il faut se préparer. C'est que sa virulence a peu
équivalent dans l'histoire. Donc, c'est certain qu'on ne va plus pouvoir nous-mêmes continuer comme avant. On ne va plus pouvoir continuer à, je ne sais pas, simplement manifester, revendiquer, etc. Qu'il faut poser autrement justement ce rapport de force politique, sans aucune illusion non plus sur le système électoral. Je voudrais terminer là-dessus en concluant sur un article justement qu'a publié Contretemps, qui est un article d'Alain Beer, et où il pose en fait 3 hypothèses de sortie de crise, qui sont des hypothèses chacune très tangibles. La première hypothèse, c'est qu'il y a encore une offensive plus grave du capitalisme néolibéral, qui serait voilà, très largement destructrice de bien des conquis sociaux. La deuxième hypothèse, c'est celle où un rapport de force, un rapport de classe suffisant pourrait amener à une sorte de retour à la social-démocratie, au réformisme, donc davantage d'État social, de nationalisation, de protection des services publics, etc. Donc la question, c'est justement quelle force politique serait susceptible de proposer ce type de politique néo-keynésienne, on va dire. Et puis, évidemment, la troisième hypothèse, c'est celle qu'a mentionnée aussi Hugo tout à l'heure, à savoir la question d'une brèche révolutionnaire. Et donc ça, je pense que c'est vraiment très important qu'on en parle plus en détail sur la façon dont elle serait véritablement possible, à quelles conditions de possibilité elle est réalisable en termes d'auto-organisation, de fédération de forces, etc. Oui, c'est ce quoi on va parler. Avant d'enchaîner, je voulais rebondir sur 2 de tes propos. Tout d'abord sur le Capitolocène. Je voulais réinviter les gens. On a fait le 2e numéro, on a fait sur le rapport entre la crise sanitaire et la crise écologique avec Daniel Tanoureau et Aurélien Barraud. Donc je vous invite à regarder cette émission après la fin de celle-ci. Et il y a aussi une émission qui arrive mercredi normalement. On va aborder de nouveau ce sujet, notamment avec Emmanuel Keck et Hassan Raj, et on va parler du rapport à l'environnement. Et je voulais rebondir aussi sur la dérive autoritaire, avant de parler de ce que nous pourrions faire pour construire notre puissance politique. Toi, Hugo, tu as écrit un livre sur la possibilité du fascisme. Là, avec la crise sanitaire actuelle, avec la crise économique, avec la crise politique, est-ce qu'il n'y a pas le risque justement de voir cette possibilité du fascisme se matérialiser plus vite que prévu? Est-ce qu'on n'en voit pas les prémices? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque, face à cette crise, que les gens puissent vouloir recourir à un État de plus en plus autoritaire pour régler le problème? Ouais, c'est un peu le scénario ou l'hypothèse qui manque, je crois, dans l'article d'Alain Beer, en fait. Hein. C'est la mutation d'un capitalisme qui est d'ores et déjà autoritaire, particulièrement avec les groupes subalternes, particulièrement avec les populations du Sud ou avec les populations du Sud qui migrent vers le Nord, qui subissent déjà des formes d'état d'exception, etc. Mais c'est la mutation complète de ce capitalisme. On a un capitalisme en une gestion de type fasciste du capitalisme, ou néo-fasciste, peu importe. Hein. Bon, et en fait, qui fonctionnerait sans doute comme hybridation en fait, entre le néolibéralisme qu'on connaît sur le plan, disons, économique, de la tentative justement déjà d'atomiser les salariés au maximum, etc. Bon, mais hybridé avec le néofascisme sous des formes autoritaires beaucoup plus brutales encore que ce que l'on connaît aujourd'hui. Non pas tellement, par exemple, sur le plan, je sais pas, du syndicalisme, non pas tellement essayer au maximum d'intégrer les syndicats dans le cadre d'un dialogue social entre partenaires sociaux, etc. Mais bon, de forme beaucoup plus brutale d'empêchement de l'activité syndicale, de répression à tout crin, qui a déjà commencé par ailleurs. Hein. Évidemment, aujourd'hui, on est déjà dans un mixte entre répression et intégration, mais disons, le fascisme, c'est le passage, c'est un équilibre entre, disons, c'est un maintien de l'ordre qui repose beaucoup plus sur la répression que sur le consentement, sur la force que sur l'intégration de segments des classes subalternes ou de certains de leurs représentants, etc. Donc c'est ça, d'une certaine manière, aussi le fascisme. Donc on peut tout à fait le penser. Alors, à mon avis, si la mutation pourrait s'opérer si précisément il y a une menace de type révolutionnaire qui émerge. En tout cas, en particulier, si une menace révolutionnaire émerge et devient crédible, il est tout à fait effectivement possible et probable que les classes dirigeantes se tournent vers ce type de solution et de gestion, hein, du capitalisme.
D'accord. Est-ce que Ludivine ou Mehdi voulaient rajouter un point là-dessus, sur la radicalisation du pouvoir blanc ou capitaliste? Hmm, Moi, Mehdi? alors, par rapport à cette question, en fait, d'une radicalisation du pouvoir, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le passage très, très rapide à une sorte de régime, en fait, de protectorat dans notre société, même dans le monde, c'est pas seulement en France. C'est-à-dire, on a un dirigeant, on a de moins en moins de différence entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est-à-dire, on a un président, il fait une allocution regardée par 33 millions de personnes, et tout de suite, on passe à un confinement général très très dur. Je pense aussi à ce que disait le Premier ministre. À 20 heures, il intime l'ordre au restaurant, au café, de fermer leur commerce à minuit, c'est-à-dire ils avaient 4 heures. J'étais sidéré de voir le passage très très rapide. C'est dont on avait les gestations déjà auparavant, une démocratie de plus en plus autoritaire. Et je pense que ce passage très très rapide à ce régime de protectorat, c'est-à-dire à ce régime de protectorat de plus en plus extrême, doit nous interroger sur les forces contre lesquelles on doit agir rapidement. Il me semble par exemple que ça veut dire s'opposer d'une manière encore beaucoup plus importante que ce qui est fait jusqu'à maintenant au complexe militaro-industriel, il est très très important. Interroger par exemple en fait, le rôle de l'armée en France. Elle a un budget avec le budget sécurité, c'est quasiment 76 milliards d'euros. C'est-à-dire, pourquoi consacrer une grande partie, c'est-à-dire cet argent, à la dissuasion nucléaire, à l'armée, que d'une manière générale ne participe à tout simplement à mener des guerres contre les pays du Sud, à entretenir des bases militaires. C'est-à-dire, il y a un lourd consensus en France concernant sur la question de l'armée, que de mon point de vue, il faut, parce que l'armée, de toute façon, c'est le garant de l'ordre social et de l'ordre colonial. Idem, mais là, sur ce point-là, je pense qu'on a beaucoup avancé. Concernant le rôle de la police. Le rôle de la police, c'est-à-dire continuer le travail de délégitimation de la police qui a émergé dans les années 2000 et même avant, c'est-à-dire par les collectifs contre les crimes policiers, par l'antiracisme politique, et de plus en plus porté maintenant par une partie du mouvement social, c'est-à-dire l'action de la police, c'est le gardien aussi de l'ordre social et colonial. Et on ne peut pas ne pas affronter ces deux piliers. Un troisième pilier que je pense aussi qui est important, c'est toute en fait la logique punitive et d'enfermement. La question de la prison, la majorité des gens qui sont en prison, c'est des pauvres, c'est des gens issus de l'immigration. C'est-à-dire on ne peut pas faire en sorte, comme c'est quelque chose sur lequel on peut continuer à vivre notre vie de la même manière, parce que ce confinement, qu'on ne le vit pas de la même manière que ceux qui sont en prison, c'est-à-dire doit nous interroger sur la logique de l'État à vouloir coloniser l'ensemble de l'espace par des logiques d'enfermement. Je peux le dire par les centres aussi pour les autres d'enfermement des étrangers. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose, c'est un révélateur sur si on accepte d'illégaliser une partie des personnes, ben demain aussi on aura des policiers partout, dans tous les espaces, qui vont nous verbaliser, pas de la même façon, mais qui vont nous punir aussi, peut-être pas de la même façon parce qu'il y a des inégalités sur ce point-là. Moi, je pense, le complexe militaire industriel, la police, les logiques d'enfermement, on doit s'opposer de plus en plus frontalement à ces logiques-là. D'accord. Alors, je vais encore vous poser une ou deux questions. On va discuter encore une quinzaine de minutes avant de passer aux questions des auditeurs. Il y en a plusieurs qui sont arrivés. Vous pouvez continuer à les poser, on me les fait remonter. Alors, là, on fait tous le constat qu'il faut changer les choses et tenter de se rassembler. Mais déjà, quels seraient les moyens de se rassembler après le déconfinement? Ça paraît, c'est plus compliqué qu'on pourrait le penser. Et surtout, derrière, quel mot d'ordre, quels axes, quelles revendications? Ludivine, toi, tu parles dans un texte qui a été publié sur Contretemps de la nécessité de faire commun. Mais ce serait quoi ce commun?
D'abord, dans le prolongement de ce que vient de dire Mehdi, je pense qu'en effet, le confinement, c'est aussi une manière de nous habituer à la discipline, à une sorte de discipline militarisée et sécuritaire. Donc ça va être déjà la première réaction à diffuser, c'est de lutter contre cette logique-là, qui est une logique extrêmement dépolitisante. C'est voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Et si vous circulez, en revanche, si vous êtes dans l'espace public à contrevenir en fait aux ordres de l'État, à l'ordre policier, alors vous êtes susceptible d'être réprimé. Et ça s'est vu évidemment beaucoup dans les quartiers populaires. Donc c'est voilà, déjà la première chose, essayer d'avoir conscience de ce régime finalement disciplinaire qu'a instauré le confinement. Mais tu as raison de souligner qu'évidemment, ça ne sera pas simple de se retrouver à nouveau dehors. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer du côté des personnels soignants, par exemple, l'appel qui a été lancé par un certain nombre de soignantes et de soignants qui s'appelle Bas les masques, qui appelle à un mouvement populaire généralisé et qui partent justement des conditions de travail et du service public de la santé, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Pourquoi ? Parce que ces soignants nous disent, en fait, c'est à nous d'établir quels sont les besoins. Ils et elles nous disent, voilà, on a besoin de 100 000 postes de soignants à l'hôpital. On a besoin de 300 000 postes de soignants dans les EHPAD. Et en fait, ils et elles décident de prendre leurs affaires en main. Enfin, c'est-à-dire de considérer que la légitimité, le pouvoir de décider est de leur côté, et pas du côté d'un État qui a détruit justement ce service public, et pas davantage du côté de représentants managériaux qu'on trouve désormais avec une logique comptable, une logique purement de profit, de compétition à la tête des hôpitaux au travers des directeurs et directrices d'hôpitaux. Donc, aller dans ce sens-là, tel que les soignants justement aujourd'hui nous le proposent, c'est-à-dire de l'auto-organisation, voilà, de décider sur nos lieux de travail, de ce qu'il faut produire, comment il faut le faire, des embauches, de la question justement de la répartition. Des richesses, du rapport au profit. Moi, j'avais repéré, et ça m'avait beaucoup frappé, de voir qu'il y a des avocats, par exemple, qui essayent de montrer l'illégitimité, y compris juridique, en faisant des référés, des distributions de dividendes dans les entreprises du CAC 40 qui justement, aujourd'hui, continuent à distribuer des milliards de dividendes. Donc, c'est à la fois procéder à cet effet de révélation-là, des aberrations monstrueuses qu'engendre ce système, et se dire, mais voilà, on est aussi compétent, on est légitime pour décider par nous-mêmes des activités productives nécessaires, pas nécessaires. Et justement, la crise sanitaire qu'on traverse, avec la suspension d'un certain nombre de productions, nous aide à dire collectivement ce que ça peut être. Après, il faut poser aussi concrètement la question de la socialisation de certains secteurs. Je parle de socialisation plus que de nationalisation, parce qu'en fait, les nationalisations, elles ont montré à de nombreuses reprises dans l'histoire leurs limites intrinsèques. Il y a énormément de nationalisations qui ont été faites pour rendre les entreprises justement encore plus compétitives sur le marché mondial, des nationalisations qui aboutissent en fait à la dégradation des conditions de travail des salariés de ces entreprises nationalisées, qui ont abouti aussi à une répression antisyndicale exacerbée. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas faire des nationalisations un fétiche, mais en revanche, la question de la socialisation de secteurs entiers de la production est vraiment une question fondamentale. Voilà, je pense, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on l'a dit, on l'a souligné, à la faveur en fait et au prisme de la crise, on a vu s'organiser énormément d'actions de solidarité, même si elles ont évidemment leurs limites, parce qu'il y a un moment où on atteint un seuil d'impuissance étant donné la violence en face, mais je pense à toutes les brigades de solidarité populaire sur la question de l'autonomie alimentaire, et donc toutes les questions d'auto-organisation, elles se posent ici et maintenant, d'ores et déjà, c'est pas le jour d'après, ça c'est le jour d'aujourd'hui. Et donc la question c'est comment généraliser aussi cette pratique, et tout en posant aussi frontalement la question du pouvoir, parce que tant que on pourra démultiplier éventuellement ces zones d'autonomie, ces zones d'auto-organisation
Par exemple, dans les communes populaires, bon, il y a eu beaucoup d'exemples de zones à défendre aussi, pas seulement en France, bien évidemment, ou leurs équivalents. Tout de suite, le pouvoir d'État réprime, en fait, parce qu'aucune zone d'autonomie ne lui est tolérable. Donc la question, c'est vraiment celle du pouvoir qu'il faut poser, et peut-être, justement, selon une démarche aussi de contre-pouvoir, de double pouvoir. Poser la question de notre capacité, notre légitimité à exercer le pouvoir à la fois là où on est, là où on vit, là où on travaille, mais aussi en fédérant toutes ces formes d'auto-organisation à la base, de comités de quartier, de comités d'entreprise, etc. Hugo? Alors sur ce qu'on pourrait effectivement mettre en avant, alors le on est lui-même problématique et il s'agirait d'en discuter parce que on parle de quoi? De la gauche ou des gauches politiques, on parle du mouvement syndical, on parle de l'antiracisme politique, on parle évidemment des mouvements écolos, mais aussi antifascistes, etc. Bon, en tout cas, le périmètre serait lui-même à discuter et je pense que c'est aussi un des aspects de la discussion. Mais alors sur ce qu'on pourrait mettre en avant, il me semble qu'il y a ce qu'ont dit d'ailleurs Mehdi et Ludivine sur l'autoritarisme évidemment hein, et sa connexion, disons, étroite, structurelle avec la question du racisme d'État. Hein. Je pense que c'est très important dans la manière dont on discute de ces questions d'autoritarisme, de nous-mêmes, de sans cesse remettre cette question sur le tapis, de la remettre au centre. Hein. Dans le quadrillage sécuritaire des quartiers populaires, il est évidemment question de racisme d'État dans le traitement des migrants, dans la question de l'enfermement dans les centres de rétention administrative, il est question de racisme d'État, etc. Bon. Donc là, et par ailleurs, Mehdi l'a dit, il y a eu des progrès de fait qui ont été faits du fait de la force prise par l'antiracisme politique autonome de la gauche, etc. Alors, il y a évidemment d'autres questions et ça croise aussi des choses que vient de dire Ludivine, mais juste pour dire les choses de manière un peu rapide et un peu schématique, mais il me semble que ce qu'il faut réussir à mettre au devant de la scène, c'est aussi la question, ou remettre au devant de la scène, c'est la question de la propriété. Pendant justement, on a tellement été sur le recul pendant des décennies que c'est vrai qu'on a eu tendance à réfléchir en termes de répartition inégale de la richesse, y compris en termes simplement d'inégalité de revenus, y compris parfois simplement en termes d'inégalité salariale, c'est-à-dire en laissant même de côté la question du capital finalement. Et évidemment, on a eu tendance à évacuer la question de la propriété et du pouvoir dont dispose une toute petite minorité sur l'ensemble de l'économie et de la société du fait de la propriété des moyens de production, d'échange, d'information, de communication. Donc c'est cette question qui me semble poser en fait à travers toute une série d'autres questions. Même la question de la démocratie. Alors, il y a évidemment la question de la démocratisation même des institutions politiques, même dans un sens très minimal, l'existence même de quelque chose comme le Sénat, comme le Conseil constitutionnel, de la manière dont le scrutin, la manière dont s'opère le scrutin en France, etc., qui fait qu'on peut avoir une large majorité à l'Assemblée en étant tout à fait minoritaire électoralement dans la société. Bon, il y a toute une série de choses qu'on pourrait mettre en avant sur ce plan-là, y compris sur la déprofessionnalisation de la politique elle-même. Il ne devrait pas y avoir de professionnels de la politique, de gens qui exercent ça toute leur vie, etc. Bon, il y a des choses, des propositions à défendre de ce point de vue-là, mais il n'y a pas de démocratisation de cette société s'il n'y a pas contrôle de la production de richesse par ceux et celles qui produisent toute la richesse. C'est-à-dire, en fait, si on prend la population active, 90% quasiment de travailleurs salariés, une partie de petits producteurs, agriculteurs, éventuellement des petits commerçants, des petits artisans, etc. Bon, mais la grande majorité n'a aucun contrôle, aucun pouvoir sur, de fait, la manière dont fonctionne l'économie. Bon, là, on a un enjeu immense, évidemment, qui rejoint en fait l'enjeu du socialisme. Le socialisme, c'est la socialisation des moyens de production, d'échange, etc. Bon, c'est ce type de question qu'il va falloir trouver les moyens pour la remettre au centre, mais elle est posée derrière la question écologique. La question écologique ne se réduit pas à ça, mais bon, très difficile de poser sérieusement la question écologique sans poser la question de Total, de EDF, etc., et de la manière dont on reprend le contrôle, y compris d'entreprises qui peuvent être publiques. Ça rejoint ce que disait Ludivine, c'est pas parce qu'une entreprise est à capitaux publics qu'elle est véritablement contrôlée par la population ou par ses salariés. On le voit bien avec EDF. Il y a la question, par exemple, du logement. Un des trucs à mettre, à mon sens, au premier plan et qui va être crucial dans les semaines et les mois à venir, c'est le moratoire des loyers.
Au moins, alors si vraiment on veut avoir quelque chose de minimal, au moins pour les logements sociaux, au moins pour tous ceux et toutes celles qui ont perdu leurs revenus dans le cadre de la crise économique, c'est absolument fondamental. Mais derrière ça, il y a la question du logement à poser au sens beaucoup plus général, de est-ce que c'est normal qu'il y ait un marché du logement? Bon, voilà, tout simplement. Et comment on fait pour socialiser? Quels exemples on a dans l'histoire? C'est une vieille question d'ailleurs. Hein. Il y a une brochure de Engels qui portait sur la question du logement. Hein. C'est pas on ne fait que retrouver des vieux problèmes, mais qu'il faut reposer dans les conditions présentes. Alors, juste pour finir, il y a une autre question qui s'est beaucoup posée dans le cadre de la crise actuelle et qui se pose de manière extrêmement vive, c'est la question de ce que les marxistes appellent la reproduction. Donc, pas simplement la production de richesses dans le cadre du travail salarié, du marché du travail, etc., mais tout ce qui contribue à la reproduction du processus de production et de la vie elle-même, qui consiste notamment, par exemple, dans le travail de soins, etc. Et donc, là, il y a aussi, du point de vue des gauches, du mouvement féministe évidemment, mais de tous les mouvements sociaux, des revendications et des propositions à avancer de ce point de vue-là, et une manière d'enrichir également le spectre de ce qu'on défend en tant que... alors là, je parle plus pour la gauche politique, je dirais, hein, mais en termes programmatiques, en termes y compris de projets de société, à quoi ça ressemble une société libérée du capitalisme, du point de vue aussi de la reproduction, notamment sur la question de la socialisation, de la garde des enfants. Alors on sait qu'il y aurait beaucoup à faire en termes justement de créer un véritable service public de la petite enfance, mais la question par exemple du quatrième âge, là la situation par exemple dans les EHPAD éclate de manière absolument scandaleuse. Bon, et là se pose vraiment la question du service public, donc en fait d'une forme de socialisation. Bon, et ça ne devrait pas reposer avec des idées simples. Le soin apporté aux personnes âgées, notamment qui sont malades, ne devrait pas reposer sur les épaules de leurs enfants ou de leurs petits-enfants et de savoir s'ils ont des revenus ou non. Voilà, tout ça, c'est quand même, on est dans des situations complètement absurdes pour des sociétés aussi riches. Ouais. Donc voilà, donc je pense que toutes ces questions-là sont posées, mais il y a beaucoup la question quand même de la propriété et du coup du contrôle et du pouvoir derrière. C'est là où je rejoins effectivement Ludivine. Il y a la question de la conquête du pouvoir politique, etc., mais il y a la question de reconquérir du pouvoir par la question de l'appropriation publique, et à mon avis c'est quand même c'est une des questions cruciales, avec la question qu'on a évoquée auparavant, qui est la question de la dérive autoritaire et des formes d'état d'exception qui vraiment se généralisent de manière extrêmement dangereuse. Ouais, il y a vraiment plusieurs problématiques à soulever, comme tu l'as dit. Mehdi, avant que tu réagisses, je voulais ajouter un point, c'est que on entendait beaucoup le mot convergence. C'était sûrement l'un des mots qui revenait le plus dans la bouche des militants de la gauche radicale. Est-ce que, Mehdi, tu penses que l'épisode exceptionnel qu'on est en train de vivre peut favoriser cette convergence entre les différents acteurs des mouvements sociaux, mais surtout, quelles seraient pour toi les conditions de cette convergence? Est-ce qu'elles ont changé avec la pandémie, par exemple? Et oublie pas de rebrancher ton micro, Mehdi. Tu as désactivé ton micro. Oui, alors sur la question en fait précédente, d'abord, avant que j'arrive, c'est la question de la convergence. Il y a la question de la propriété, la question du pouvoir qui est posée, mais je pense qu'il y a aussi une autre question non moins importante, c'est la question de la communauté politique, à partir de laquelle on fait société. Parce que la question de la communauté politique pose la question de la citoyenneté. Et la question de la citoyenneté historiquement en France est liée à la question de la nationalité. Et la question de la nationalité pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, la question des personnels soignants. On parle beaucoup de l'hôpital, on parle beaucoup du personnel soignant, de la solidarité envers le personnel soignant, mais sauf qu'il y a aussi une question raciale à l'intérieur de la question des personnels soignants. Je pense par exemple à tous les médecins qui ont des diplômes étrangers. Et parce qu'ils ont des diplômes étrangers, ils sont rémunérés moins que les autres personnels soignants qui ont un diplôme français ou européen. Donc, en fait, il y a une complexité dans la réalité qu'on ne va pas pouvoir résumer en escamotant la question raciale. Je parle par exemple au nombre de lits. Le nombre de lits à Saint-Denis n'est pas le même à Paris. Ça aussi, on doit aussi le poser. On ne va pas pouvoir le résoudre juste en parlant des services publics, en parlant de la fonction publique, sachant que cette fonction publique
elle-même, elle exclut des millions de gens parce qu'ils sont étrangers, ils n'ont pas la nationalité française. Moi, je pense qu'il y a aussi la question de la communauté politique à partir de laquelle on construit une communauté française. C'est pour cela, en quelque sorte, nous, au pire, on pense qu'il faut pas seulement une sortie décoloniale de l'Europe, mais il faut aussi une sortie décoloniale de la France, parce que ce n'est pas juste la France des 30 glorieuses et de la nationalisation et de la planification et beaucoup plus de tard qu'on va résoudre ces problèmes-là. Parce que ces problèmes-là, ils existaient même aussi d'une manière exacerbée pendant aussi ces périodes-là. Je pense la période des fronts populaires. C'est-à-dire ça aussi, il y avait un problème. C'est-à-dire sur la question coloniale, on parlait c'est-à-dire le Conseil de la résistance qui a instauré un certain nombre d'acquis sociaux en France. Donc je pense que cette question, elle est fondamentale en plus des questions qui ont été soulevées. Maintenant, sur la question de la convergence, je pense que la manière de l'appréhender, nous au pays, on l'appréhende de cette manière. On lutte avec, contre et séparément. Il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, on n'a pas des convergences possibles avec la gauche sur un certain nombre de choses. On doit continuer notre travail, en fait, de construction d'une force politique indigène qui rassemble les différentes communautés indigènes entre elles. Parce que d'abord, la convergence doit se faire avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs communautés qui ont été fracturées par le lait colonial. Il y a des éléments où on doit, bien sûr, travailler la main dans la main quand nos questions ne sont pas secondarisées, escamotées et non pas mises sur la touche ou considérées comme quelque chose de secondaire sur lequel il ne faut pas agir. Là, on le fait comme on l'a fait pour la marche de la dignité et parfois, on va lutter contre parce que lutter contre, c'est très, très important. La question de l'islamophobie, jamais elle n'aurait été de plus en plus légitime dans la société française s'il n'y avait pas un travail très très difficile d'opposition, y compris à certains de nos amis à gauche, y compris au sein de la gauche radicale. C'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire lutter avec et contre et séparément, continuer dans la conjoncture actuelle telle que je la vois, continuer à être en fait notre stratégie dans le court et le moyen terme. D'accord. Bah, écoutez, on va passer sans plus tarder aux questions des auditeurs. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On me les fait remonter là. Donc, on va commencer par Hicham Midi qui pose la question à Ludivine Bantini, mais en fait, tout le monde peut répondre, et qui dit: vous avez évoqué plusieurs pistes de sortie de crise. 1. Aggravation du capitalisme. 2. Retour à un état social. Et 3. Brèche révolutionnaire. Donc, je voudrais préciser que ça, c'est en fait c'est Alain Birr qui en parle dans un article. Et donc, il demande: à votre avis, l'état des rapports de force actuels permet-il vraiment une brèche révolutionnaire? Ne doit-on pas se mobiliser en faveur d'une valeur plus sûre, entre guillemets, actuellement, qui est la social-démocratie? Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser une solution plus sûre qui serait la social-démocratie? On commence par toi, Ludivine, vu qu'elle était à la base adressée à toi. Oui. Enfin, c'est une magnifique question, mais qui est une question historique. La question, tout simplement, de savoir si la social-démocratie est encore compatible avec le capitalisme arrivé à ce stade de violence, justement. C'est pour ça que souvent on se dit la révolution, la perspective d'une société des communs, voilà, du communisme, du socialisme, ça paraît tellement lointain, ça paraît un ailleurs, une utopie au sens strict d'un ailleurs politique. Donc on se dit, le réformisme, la social-démocratie serait une voie plus raisonnable, mais en réalité, je crois qu'elle est tout aussi, elle peut être considérée comme tout aussi utopique, en tout cas dans le système tel qu'il existe aujourd'hui. Et on l'a bien vu dans toutes les expériences qui ont été tentées depuis une quarantaine d'années à cet égard. Par exemple, le programme en France d'un François Mitterrand en 1981, il posait des bases s'affirmer, de mise en cause du capitalisme, etc. Mais c'était une forme de toute façon de néo-keynésianisme parfaitement réformiste, etc.
en réalité, il n'a pas tenu plus de quelques mois. On dit souvent qu'il y a eu le retournement de 1983, mais le virage, il s'opère très très tôt. Il s'opère dès l'automne 1981. On abandonne complètement la politique de relance néo-keynésienne par la demande, par l'augmentation des salaires, par l'augmentation des pensions, etc. Donc, ça a montré aussi justement la part d'incompatibilité entre le réformisme historique et l'état du capital, en fait. Et il me semble que justement, ce qui s'est mis en place à partir de là, compris par des gouvernements qui continuaient de se réclamer de la social-démocratie, qui s'autodésignaient comme sociodémocrates, étaient en réalité vraiment des libéraux. Moi, j'aime pas, par exemple, le terme de social-libéralisme, parce qu'au vu des politiques très destructrices qui ont été menées depuis une quarantaine d'années, justement, je ne vois plus très bien où est le social dans le supposé social-libéralisme. Quand on parle de réformisme, en réalité, aujourd'hui, c'est toujours des contre-réformes qui biaisent complètement la notion même de réforme. Donc, vraiment, là, je rejoins absolument ce que disait Mehdi tout à l'heure à propos des 30 Glorieuses, parce que je pense que si on partage aussi quelque chose entre nous, c'est la critique frontale de la mythologie des supposées 30 Glorieuses. Et d'abord, en effet, pour des questions de violence d'État, pour les questions de racisme d'État. Puisqu'on est le 1er mai, il faut rappeler justement les répressions spécifiques qui se sont abattues contre les Algériennes et Algériens qui luttaient pour leur indépendance, et notamment au moment de l'interdiction de toute manifestation le 1er mai, et qui se sont justement rassemblés, mobilisés en ces 1er mai et qui ont été violemment réprimés. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi quand on a entendu les propos policiers, là, il y a quelques jours, à l'île Saint-Denis, avec un qui parle de Bico, qu'on jette à la Seine, etc. Évidemment que ça rappelle les heures sombres des supposées 30 Glorieuses, et notamment un certain massacre d'État le 17 octobre 1961. Moi, je pense que pour aller dans le sens aussi de la question des convergences, etc., il y a une idée qui m'a été soufflée par un ami et camarade que Mehdi connaît très bien aussi, qui est Daniel Blondet, qui est un pilier du collectif Ni guerre ni état de guerre. Il disait, mais pourquoi, on salue très chaleureusement, pourquoi ne pas repartir de la force que représente le LKP, qu'a représenté le LKP, c'est-à-dire un rassemblement, 49 ou 50 organisations politiques, des syndicats, des collectifs, etc., qui posent vraiment la question, c'est contre la profitation, mais qui posent vraiment la question de la fédération des forces qui sont frontalement opposées à ce système. Je pense qu'il faut essayer de creuser ce type de fédération de nos forces, plutôt que d'imaginer des combinaisons électoralistes qui justement nous feraient retomber dans l'écueil d'un réformisme qui, à mon avis, n'a plus lieu d'être historiquement en l'état aujourd'hui. Hugo ou Mehdi, vous voulez réagir sur cette question sur le social-démocratie ou pas? Ouais, je veux bien. Vas-y, Hugo. Non, mais dans le sens de Ludivine, en fait, effectivement, on a souvent tendance à présenter comme davantage utopique une perspective révolutionnaire qui consiste effectivement à qui est une voie, alors non pas impraticable, mais effectivement difficilement praticable, difficile, très très compliqué à même imaginer dans l'état des rapports de force actuels, etc. Mais c'est vrai que si on regarde les dernières décennies, on n'a aucun exemple d'expérience réellement social-démocrate au sens ancien du terme, réformiste, c'est-à-dire d'un capitalisme qui aurait, dans lequel une majorité de gauche serait parvenue à obtenir des acquis vraiment sensibles au profit de la majorité de la population, au profit des travailleurs salariés, etc. Alors, il y a l'expérience Mitterrand, mais bon, dans la période plus récente, on a l'expérience Syriza, écrasée et au bout de à peu près 6 mois, et puis ils ont écrasé à la fois et en même temps, Tsipras a capitulé au terme du référendum de l'été 2015. On a des expériences qui sont souvent d'ailleurs idéalisées, mythifiées, par exemple comme le Portugal actuellement, mais qui consistent de fait en du néolibéralisme avec vraiment matiné de quelques
toute petite mesure de gauche, c'est-à-dire en fait qui limite les effets de la cure d'austérité qui a été imposée il y a à peu près 7-8 ans, mais donc qui ne peut pas constituer un projet pour la gauche nulle part. C'est même pas un projet réformiste. C'est un projet par ailleurs aussi de semi-colonisation du Portugal, avec une dépendance hyper accrue vis-à-vis des capitaux étrangers, vis-à-vis du tourisme. Donc bon, ça ne peut pas constituer un projet alternatif pour la gauche, pour une quelconque gauche, même pour une gauche réformiste. Social-démocrate, disons, au sens ancien du terme, pas au sens Manuel Valls, quoi. Mais donc voilà, je pense que de toute façon, cette voie social-démocrate est impraticable dans les conditions même du capitalisme actuel, précisément parce que il y a ce que Cédric Durand appelait cette grande fatigue du capitalisme, qui se voit en termes de baisse tendancielle des taux de profit sur le temps long, de baisse des gains de productivité, qui fait que c'est difficile, sous la férule de la finance, de servir à la fois les actionnaires et en même temps de faire des véritables concessions à la majorité de la population, aux salariés, etc. C'est devenu... en fait, la voie est devenue économiquement en grande partie impraticable. Donc la question qui nous revient, c'est effectivement comment c'est possible d'imaginer une voie révolutionnaire. Alors une des choses qu'évoque Beer, c'est qu'un gouvernement qui s'engagerait véritablement vers des réformes de type social-démocrate serait obligé, s'il veut aller au bout de ces réformes social-démocrates, d'aller vers une voie révolutionnaire. C'est-à-dire d'aller vers vers un affrontement sérieux, conséquent, avec les classes possédantes. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas deux scénarios en réalité. Il y a un scénario, il y en a trois. Il y a un scénario fasciste, un scénario néolibéral, disons retour à la normale, etc., mais auquel je ne crois pas non plus vraiment. Et puis un scénario de changement social qui peut commencer éventuellement par des réformes ou par la volonté de faire des réformes, mais qui sera obligé d'aller beaucoup plus loin dans l'affrontement avec les classes possédantes et finalement de s'engager dans une voie révolutionnaire. Parce que si Tsipras, effectivement, n'avait pas accepté la capitulation à l'été 2015 en Grèce, il aurait été obligé de s'affronter très durement avec l'oligarchie française et allemande, avec les institutions européennes, avec le FMI, etc. Et de fait, il aurait été obligé de s'engager dans une voie de type révolutionnaire. Et donc avec un changement, là, pour le coup, brutal du rapport de force entre les classes, en tout cas en tant que visée, etc. Alors, juste sur la question de la convergence des luttes, pour dire un mot, mais je pense qu'il y a... Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Mehdi, avec lequel je suis d'accord, mais évidemment, il part d'un autre point de vue qui est celui de l'antiracisme politique. Mais bon, de fait, extérieurement, je suis d'accord avec ce point de vue. Mais je voudrais juste dire une autre chose, parce que c'est vrai que la convergence des luttes, c'est un espèce de mantra de l'extrême gauche depuis très longtemps. Un truc, voilà, dès qu'on a envie de dire un truc dans une assemblée générale, on dit convergence des luttes, etc. Et effectivement, ça n'a pas beaucoup d'efficace politique. Parce qu'en fait, il y a deux types de convergence des luttes. Il y a une convergence des luttes par le bas, en quelque sorte. On est faible de tous les côtés et on va essayer de se rassembler pour être un tout petit peu moins faible et se sentir exister. Et en espérant que peut-être dans notre milieu propre, on sera renforcé par l'arrivée des autres. Bon. Ça ne peut pas marcher. En fait, la convergence des luttes dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens fort et dans le sens qui peut être utile pour le coup dans certaines situations historiques, c'est une convergence entre des forces, pas entre des secteurs qui sont faibles, entre un mouvement syndical fort, ou en tout cas des boîtes où il y a des luttes fortes, entre des antiracistes qui sont forts et qui sont implantés, entre des féministes qui sont elles-mêmes fortes et implantées, etc. Sinon, la convergence des luttes, ça n'est que le rassemblement de ceux qui font ça par défaut, en quelque sorte, d'arriver à construire sur leur milieu ou dans leur secteur de lutte. Donc voilà, moi c'est ça qui me frappe, c'est parce que dans la dernière période, assez souvent, comme on a eu tendance à être minoritaire dans nos secteurs, on a parfois eu la tentation, un peu vite à mon sens, d'aller vers l'extérieur. En tout cas, c'est toujours important d'aller vers l'extérieur, hein, mais d'y aller pour chercher une sorte d'alternative à la construction dans notre propre secteur. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne produit pas les effets qu'on en attend. Voilà, bon, je m'arrête là. Mehdi, tu vas ajouter un point là-dessus ? Pas sur ce point-là, mais sur un autre qui me paraît vraiment important. Je pense que nous, on a une crise systémique mondiale. Et je pense qu'il faut réfléchir aussi à des réponses d'ordre mondial. C'est tout à fait aberrant par exemple, que la crise du Covid est partie de Chine, d'une ville en Chine, ou je ne sais pas dans quel endroit. Mais de toute façon, et maintenant, on a 4 milliards de personnes qui sont confinées ou appelées à être confinées. Donc, on voit c'est-à-dire on a fermé des frontières, on est confiné chez nous, et malgré tout, la crise sanitaire est toujours là.
Donc je pense qu'en plus de nos débats franco-français, il est très très important de voir une perspective mondiale. Par exemple, des institutions comme l'OMC, l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas normal qu'elle puisse être. Il y a un petit problème avec ton micro, je crois, Mehdi. Est-ce que les autres entendent ça aussi? Ouais, vas-y, réessaye. C'est bon maintenant? Ouais, Je recule? voilà, c'est bon là. Alors, je disais que, par exemple, des organisations, parce qu'en fait, il faut investir aussi l'international en tant qu'institution de régulation des problèmes du monde, parce que ce n'est pas possible autrement. Une organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut imaginer ce genre de type d'organisation, mais qui soit populaire, pas seulement entre les mains de l'État, avec des rapports de force géopolitiques, et que, in fine, sont pas au service, sont beaucoup plus au service des États et des classes possédantes et pas au service du peuple. Je pense que c'est des questions généralement qu'on le laisse de côté. Et il est très important que les questions en fait des institutions internationales, je ne sais pas comment on peut l'appeler d'une autre manière, puissent être investies par les gens à plus grand nombre et soient en fait discutées comme quelque chose, un bien collectif très important, comme un instrument qui nous permet une souveraineté sur les décisions qui sont prises. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Une deuxième chose, c'est que moi, je pense sincèrement que cette crise, elle va faire des ravages dans nos sociétés, mais encore beaucoup plus dans les pays du Sud. Par exemple, la crise de l'automobile qui va avoir lieu. Renault va tout de suite fermer ses usines au Maroc à Tanger. D'autres multinationales, ils vont commencer déjà à licencier d'une manière massive dans les pays du Sud. Donc, et les luttes populaires qui ont eu lieu avant le Covid, de mon point de vue, ils vont s'enclencher encore beaucoup plus. D'ailleurs, on voit qu'il y a des manifestations maintenant. Aux Philippines, il y a 120 000 personnes qui ont été en prison parce que, soi-disant, ils ne respectaient pas le confinement. Au Maroc, 52 000 personnes. Donc, en fait, il va y avoir une ébullition, une colère, en fait, notamment dans les pays du Sud. Il y a peut-être, c'est le pari que je fais, en tout cas que je souhaite, et que ici, notre devoir, c'est de construire. On ne l'a pas fait suffisamment et pas d'une manière conséquente. Si on veut s'en sortir ici, les luttes de libération dans les pays du Sud sont fondamentales. Croire que nous, on va pouvoir faire le socialisme ici, on va se débarrasser de tous ces problèmes-là, nous tout seuls ici, à l'intérieur de la France, j'y crois pas beaucoup. En tout cas, ça va être difficile. Si on ne les connecte pas, je dis bien les connecter, c'est-à-dire à travers, par exemple, des collectifs qui soutiennent les mobilisations populaires dans les pays du Sud, ça me paraît quelque chose de fondamental. Nous, on en discute parce que Lydivine et moi font partie en fait des collectifs ni guerre ni état de guerre. Nous aussi, au pire, c'est-à-dire c'est une question qui est fondamentale pour nous, cette connexion entre les deux. Nous, on l'avait vu déjà dans les années 60, en fait. Les guerres de libération nationale, les victoires des Vietnamiens, les victoires des Algériens, ils ont eu un effet sur le mouvement des droits civiques. Les défaites américaines en Afghanistan, en Irak, au Liban et en Palestine, ils ont eu un effet de levier sur l'antiracisme politique. L'antiracisme politique, il a été encore beaucoup plus important dans cette période-là. Donc je pense que les luttes sociales, ils ont beaucoup plus à gagner en redécouvrant, peut-être d'une autre manière, une forme d'internationalisme que je vois qu'il est de moins en moins présent. Moi, je ne pense pas que, c'est-à-dire tout ce qui a été dit, moi je suis d'accord avec ça, et j'ajoute cette dimension qui me paraît essentielle. On ne peut pas faire l'économie de cette question-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de la question de la communauté politique. On ne peut pas, en fait, vous avez vu, à la faveur de cette crise-là, tout le monde s'est enfermé, tout le monde a fermé ses frontières. La question des frontières est une question fondamentale. Il y a une lutte mondiale, notamment les sans-papiers, qui viennent y franchir en fait cet espace d'apartheid, etc. On doit imaginer des sociétés débarrassées de ces logiques-là. Parce que si on ne les imagine pas, c'est-à-dire une nouvelle communauté politique, d'autres imaginaires, parce que sinon, ça va être en fait l'imaginaire de l'État et des États. C'est-à-dire, à chaque fois, nous, on nous renvoie, mais il y a tel État, il fait mieux, mais tel État, il fait mieux. C'est-à-dire,
et tous ces États, quelque part, d'une manière ou d'une autre, ils participent à nous déposséder de notre vie et de nos instruments de souveraineté sur elle. Écoutez, on va continuer la discussion. Là, je vais prendre une remarque, une question, parce qu'elles se rassemblent un peu. Alors, il y a Armek Noukbo qui dit « La démocratie représentative a conduit à une confiscation des pouvoirs. Il faudrait envisager et faire naître des logiques de démocratie bien plus participatives, impliquant des auto-organisations locales, pour ne pas dire populaires. » Donc ça, c'était la remarque de Ahmed. Et il y avait la question de Cassandre Souvarine. Donc, elle est un peu longue. Alors, la question n'est-elle pas plutôt comment construire notre puissance sociale? N'est-il pas de créer sécession avec les formes habituelles de la représentation, la visée de la prise du pouvoir, du changement de personnel ou de la classe politique? C'est-à-dire, n'est-il pas temps, non pas de penser à partir du haut, mais à partir du bas, à partir des quartiers, des entreprises, des écoles, des milieux de vie, pour s'autonomiser, défendre une vie sécessionniste du politique, du pouvoir politique, au profit d'une puissance sociale. Donc, en gros, l'accent mis sur le local. Et moi, je voudrais ajouter à ça, j'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir, Cassandre, sur la question du local ou du national. Est-ce qu'on voit qu'il y a plein d'initiatives qui sont en train de se multiplier, d'auto-organisation, notamment au niveau des quartiers, ce qui est admirable, mais est-ce que c'est suffisant de rester au niveau local? Face à la catastrophe actuelle et vu le manque de temps dont on dispose, est-ce que ce n'est pas un peu illusoire de se concentrer seulement sur le local? Est-ce qu'on ne doit pas être plus ambitieux dans nos objectifs politiques? Qui veut commencer? Ça aussi, c'est une grande problématique qu'on rencontre souvent. Ludivine? Mais je rejoins vraiment la question de Ahmed sur la confiscation de la démocratie. C'est vrai que le terme, il est quand même extrêmement compliqué. D'ailleurs, je renverrai volontiers un petit livre par sa taille de Samuel Hayat qui s'appelle tout simplement Démocratie, aux éditions Anna Mosa, qui pose vraiment de manière très claire ces questions. Parce qu'en fait, il y a une espèce d'évidence du mot. Voilà, nous, ici, on vivrait en démocratie. Et puis, voilà, la non-démocratie, ça serait forcément l'altérité, ailleurs. Et en fait, c'est vraiment une évidence qu'il s'agit aussi d'interroger au minimum, voire de briser. Parce que, par exemple, pour ce qui concerne ce pays, bon, évidemment, on n'est pas dans une logique encore dictatoriale. La question que soulève si bien Hugo dans son livre « La possibilité du fascisme », elle est réelle. Cette possibilité du fascisme, on en a parlé tout à l'heure. Mais quand on voit qu'un président si mal élu, dans des conditions justement sociales et politiques enfin, de démocratie qui ne sont pas rassemblées, c'est-à-dire que quand on a des médias aussi massivement à la botte de ces puissants, alors on peut s'interroger justement sur la pertinence du terme démocratie, parce que quelle est notre part de décision, quelle est notre part de puissance, quelle est notre part de pouvoir? Elle est quand même terriblement limitée, et c'est aussi la raison pour laquelle de plus en plus de personnes se tournent vers l'abstention active. Juste 2 secondes. Hugo, est-ce que tu peux désactiver le micro quand tu ne parles pas? Parce que je crois que ton micro est très sensible, donc on entend les bruits, excuse-moi. Vas-y, reprends le micro. Et donc, ouais, c'est l'idée que, vu qu'on n'est pas dans une dictature, on est dans une démocratie. C'est ça, c'est en fait, complexe que ça. Cette binarité, elle est elle-même à interroger et à critiquer. Et par rapport à donc la question de Cassandre, en fait, qui est plus qu'une question, et elle a raison, c'est aussi une affirmation. Moi, j'aurais une petite nuance sur le terme de politique. Enfin, elle a raison de dire, voilà, pourquoi ne pas poser plutôt la question de la puissance sociale? Oui, c'est du politique au sens où poser la question de cette force, c'est déjà se poser la question du bien commun, de ce qu'est faire cité, donc la politique, non pas au sens des tractations politiciennes et de ce pouvoir des puissants qui nous dépossède, mais c'est le vrai sens du mot politique, au sens où on se réapproprie justement la capacité et la légitimité à décider. Et donc moi, pour terminer sur cette question, je me dis qu'en effet, bon, c'est compliqué, mais il faut vraiment essayer de tenir les deux bouts, parce que d'un côté, évidemment, il faut miser sur tout ce qui vient. Alors, j'aime pas la métaphore du haut et du bas, quoi, le bas, parce qu'en fait, ça suppose quand même avec cette métaphore qu'on reconduise l'idée vraiment d'une verticalité forte. Il y a le haut auquel il faudrait faire allégeance, et puis le bas qui résisterait aussi parfois. Mais en tout cas,
partout où on est, justement, dans nos quartiers, dans nos immeubles, comme on a vu beaucoup, la solidarité qui se met en place justement au niveau des immeubles, des voisinages, etc. La question qu'on a posée tout au long de ce débat des lieux de travail, des lieux d'existence, elle est fondamentale. Mais à mon avis, elle ne peut pas suffire à poser une question plus vaste et plus générale sur le pouvoir. C'est la raison pour laquelle, vraiment, une question majeure qui se pose, c'est voilà, tout ce qu'on peut décider localement, faisons-le en termes de choix, de production, de choix d'exécution, etc. Mais il faut aussi aller dans le sens justement d'une fédération de ces forces qui pose réellement, oui, la question de faire sécession. Cassandre le formule d'une manière qui me semble très juste. Mais pour trouver une alternative, moi, je n'appellerais pas ça une démocratie participative parce que c'est une expression qui a été très galvaudée. C'est certain qu'aujourd'hui, la démocratie dite représentative, elle représente justement le plus grand monde et qu'il y a vraiment une immense colère à se sentir non représenté précisément, mais je parlerais plus classiquement, plus volontiers aussi de démocratie directe, voilà, de démocratie au sens vraiment d'une démocratie vraie où on s'empare des lieux de cette décision. Et j'ajouterais, une toute petite chose à ce sujet, c'est que, à mon avis, tout ça n'est pas réalisable sans une diminution radicale du temps de travail. Parce que tant qu'on est à bosser dans nos journées ordinaires, et en plus, comme l'a rappelé Hugo, non seulement en termes de production, mais aussi de reproduction, de soins, etc., en fait, c'est impossible de prétendre s'emparer justement de la capacité à décider et à agir véritablement. Donc je pense que les deux questions du social et du politique, elles sont intimement liées. Et que voilà, la question de la réduction du temps de travail, c'est à la fois la question de l'émancipation et l'épanouissement individuel et collectif, mais c'est aussi une question politique parce que c'est se réapproprier du temps pour justement prendre le temps de décider, de discuter. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser évidemment aux expériences que sont le Rojava et le Chiapas du côté des zapatistes au Mexique, puisque justement le temps y est très différent. C'est un temps qui est davantage ralenti, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus collectif et chacune et chacun se sent pleinement légitime à décider ensemble du bien commun. D'ailleurs, la question du temps de travail va être importante là dans les prochains jours parce que le gouvernement pousse à ce qu'on travaille plus pour rattraper la crise économique. Hugo? Ouais, alors effectivement, la question de la démocratie, c'est évidemment une question absolument centrale et derrière ce débat qui est devenu un peu sempiternel entre démocratie représentative et démocratie directe, il y a effectivement l'aspiration pour des millions de gens à reprendre le contrôle de leur vie face à une caste de professionnels de la politique au service elle-même des possédants qui s'est complètement déconnectée, de fait sociologiquement déconnectée. Il suffit de comparer la composition sociale de l'Assemblée nationale aujourd'hui et il y a 40 ans, on voit qu'effectivement, elle n'a jamais été, l'Assemblée nationale, fidèle sociologiquement à la population, mais elle n'a jamais été aussi infidèle aujourd'hui. Donc il y a des degrés d'une certaine manière dans le caractère déformé sociologiquement de la composition des assemblées élues et aujourd'hui c'est terrible, c'est absolument terrible. Les ouvriers et les employés qui représentent 55% à peu près de la population active représentent 1 à 2% et encore aucun ouvrier, hein, ce sont des employés au sens de l'INSEE, hein, qui voilà 2% des élus à l'Assemblée nationale. Alors par contre, je pense pas que je pense que la question démocratique doit pas être prise dans un sens strictement, je dirais, procédural ou même institutionnel, au sens où il faudrait de meilleures procédures pour que ça parte plus du bas vers le haut, etc. Je pense qu'il y a des questions de procédure et de structure, de comment on organise la démocratie, etc. Et de fait, la Ve République est une manière particulièrement bonapartiste d'organiser l'exercice du pouvoir. De toute façon, déjà, la démocratie libérale n'existe pas en France sous la forme où elle a été idéalisée par les philosophes des Lumières. Il n'y a quasiment pas de séparation des pouvoirs. L'exécutif contrôle clairement le législatif. C'est un peu différent pour le judiciaire, mais il y a quand même des empiètements clairs de l'exécutif dans le judiciaire aussi. Les libertés dites formelles ou les libertés publiques sont elles-mêmes attaquées depuis pas mal d'années. Bon, on n'est plus du tout déjà dans le cadre de la démocratie libérale. On n'est pas dans une démocratie parlementaire. Le Parlement a un rôle, sincèrement, c'est un Parlement croupion. Il accepte tout, il vote tout comme un seul homme. Bon, on n'est même pas dans le cadre d'une démocratie parlementaire. Donc on n'est déjà plus là-dedans.
Mais donc se pose la question effectivement des conditions dans lesquelles on peut se réapproprier en fait nos existences. Et du coup, je pense que si on prend la chose simplement en termes procéduraux, là, il faudrait de la démocratie participative. On manque quand même au moins deux choses. Il y a la question d'abord de l'économie. Bon, tout simplement, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais du coup, c'est pas qu'une question de mieux élire des gens selon des meilleures procédures, c'est qui a le pouvoir sur l'économie et donc sur quelque chose qui est absolument décisif dans nos existences. Déjà, ne serait-ce que par le temps qu'on passe au travail, etc. Est-ce qu'on peut contrôler collectivement ce qu'on produit comme richesse, etc. Et puis il y a la question, il y a la question même de l'impérialisme. Si la question démocratique s'arrête pas aux frontières de l'État-nation France, la France domine toute une série de pays, fait que la souveraineté populaire est complètement fictive dans une série de pays, que la démocratie du coup en tant que contrôle populaire, pouvoir populaire du coup n'a pas d'existence. Donc il s'agit pas simplement, si on prend la question démocratique au sens fort du terme, de substituer une bonne procédure à une mauvaise procédure. Il y a d'autres questions beaucoup plus substantielles derrière qui sont posées à travers la question démocratique et qui impliquent eh bien, effectivement une perspective anticapitaliste, une perspective anti-impérialiste ou internationaliste, disons, conséquente, on va dire. Et par ailleurs, bon, je rejoins Ludivine sur la question locale nationale. Effectivement, il y a des questions qui doivent être traitées au niveau local et parce que c'est le meilleur échelon pour le faire. Il y a des questions qui ne le seront pas. Donc, on ne pourra pas esquiver ou escamoter la question du pouvoir à l'échelle nationale et du coup de s'affronter ou de s'expliquer avec le pouvoir de l'État à un certain stade. Et ça ne peut se passer qu'effectivement par une fédération il y a un siècle, on aurait dit des conseils, des soviets, en tout cas des structures d'auto-organisation qui se seront constituées. Alors, par exemple, dans le Portugal révolutionnaire, c'était les commissions de travailleurs, les commissions de locataires, ou les commissions rurales aussi, mais qui se fédèrent et qui essayent de constituer un pouvoir alternatif au pouvoir bourgeois, au pouvoir capitaliste. Et qui s'affrontent à lui à un certain stade. Donc, ça paraît très abstrait dit comme ça, parce que nous ne sommes pas dans une période où essaiment beaucoup d'expériences de ce type-là, au sens fort du terme, vraiment d'auto-organisation, mais surtout de contrôle sur l'outil de production, par exemple, ou sur son propre territoire, son propre quartier, etc. Mais ce sont des questions qu'il faut remettre, à mon sens, au premier plan si on veut poser sérieusement la question démocratique. Vous m'entendez? Oui. Alors moi, la question de la démocratie, je vais la poser, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, bien sûr, je vais la poser d'une autre manière. Et je l'ai couplée à la question de la citoyenneté. C'est quoi une démocratie qui exclut des millions de gens qui vivent en France de la possibilité même de participer aux élections? C'est-à-dire, même si moi je ne crois pas trop à cette forme de démocratie bourgeoise, parlementaire, mais déjà, dès le début, il y a déjà un problème, c'est-à-dire de la communauté politique. Et c'est pour cette raison que j'ai parlé tout à l'heure de la question de la communauté politique. On ne peut pas l'escamoter si on veut parler de la question de l'État, si on veut parler de la question du pouvoir, si on veut parler de la question de la souveraineté populaire. Deuxième élément, c'est... Je vois aussi, en fait, le recul démocratique en Occident, il est aussi lié à une phase que nous, on appelle la contre-révolution coloniale. La contre-révolution coloniale, c'est-à-dire des guerres en Afghanistan, c'est toute l'idéologie de la lutte contre les terrorismes, contre laquelle, malheureusement, je trouve qu'on n'a pas assez lutter. C'est la destruction de Raqqa. On était très peu nombreux à faire la manif. On était quelques dizaines. La destruction de Mossoul, c'est-à-dire avec la participation de l'État français et d'autres forces impériales, on était des dizaines. Ludivine, tu y étais, toi aussi. C'est-à-dire on était très, très, très peu nombreux. Et face à ce recul, parce qu'on a accepté, par exemple, que les mosquées soient totalement liées et inféodées au pouvoir des ministères de l'Intérieur. C'est-à-dire tout ce que peut dire un imam est tout de suite déjà réglementé parce que ce qui est accepté ou ne pas être accepté par le ministère. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle étatique très 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 fort qui s'est fait déjà à travers des guerres et à travers tout un déploiement sécuritaire antidémocratique vers une population, déjà notamment les populations issues du tiers-monde. Et c'est parce que justement, il y avait un assentiment ou une indifférence
de la population majoritaire, parce qu'on n'a pas pris garde, on voit que ces dispositifs disciplinaires et de lutte contre le terrorisme et de traçage de nos communications et des gens qui sont fichés S, le pouvoir en place face à cette crise-là, il va puiser tout de suite dans cet arsenal-là. C'est pour cette raison que sur la question de la convergence, c'est-à-dire la problématique avec laquelle on est toujours, c'est qu'on est à un moment donné tout seul à lutter contre un certain nombre de problématiques parce qu'ils ne sont pas considérés comme des problématiques qui concernent, c'est-à-dire à une échelle beaucoup plus générale. C'est-à-dire la convergence, l'intérêt commun, l'intérêt collectif, il se construit si on prend en compte en fait l'avenir de la majorité des gens. Et pas seulement des catégories particulières ou une partie juste de la population qui, à un moment donné, elle va se réveiller, elle va dire on a un problème. Et on a un problème, ben, il faut construire un rapport de force. Bien sûr que je suis d'accord avec ça. Mais moi, je regarde cette généalogie et je dis, regardez, attention, parce qu'à un moment donné, on n'a pas fait le boulot, on n'a pas fait le travail. Et donc, du coup, tout de suite, Macron, à un moment donné, il s'est adressé à nous par la télé et dit le 17 mars, confinement à midi. Et moi, dans mon travail, on me dit à midi, et on doit sortir, on doit tout fermer et tu dois rentrer chez toi. Si je peux juste ajouter 2 phrases, parce que ça me semble très, très important ce que vient de dire Mehdi, et vraiment pour aller dans son sens, et lier les 2 enjeux fondamentaux que sont d'un côté l'impérialisme, et dès lors l'anti-impérialisme, et de l'autre la démocratie. C'est vrai que le mot et la perspective de l'anti-impérialiste, elle est plus beaucoup partagée, ici en tout cas, elle est partagée beaucoup dans bien des endroits du monde, mais en France et en Europe et dans les pays du Nord global, de moins en moins par rapport aux années 60 et 70. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment mais c'est justement un domaine, les interventions militaires, c'est-à-dire qu'on peut considérer comme véritable. Vous m'entendez pas? Si? Parce que moi, je vous entends plus. Bon, pardon. Je vois que tu parles, mais du coup, je t'entends pas. Donc, je termine du coup, sur le fait que les interventions militaires qu'on peut bel et bien qualifier d'interventions impérialistes, les interventions militaires françaises, par exemple, elles ne sont jamais discutées politiquement et démocratiquement. Jamais. Elles échappent là à toute forme de décision, quelle qu'elle soit. Alors, Hugo disait à juste titre que c'est pas un régime parlementaire que les institutions de la Ve République, mais alors même là où le Parlement parfois peut discuter évidemment de certains domaines, mais là, il en est complètement exclu. Et c'est vrai que la militarisation des esprits qu'on retrouve en parallèle en 2015 et en 2020, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre dans les 2 cas, c'est aussi une atteinte profonde à la démocratie. Alors, excuse-moi, j'avais oublié de rebrancher mon micro, en fait. Ah, d'accord. Voilà l'erreur, excusez-moi. Donc, je te disais il y avait eu une coupure, on n'avait pas entendu le début de la phrase, mais on a compris ensuite. Écoute, je vais vous poser une dernière question des auditeurs et après, on passera à la conclusion de chacun, ça vous va? Alors, c'était Michael Muller-Lavina qui demandait « Ce qu'on observe aussi avec le confinement, c'est que le blocage de l'économie ne suffit pas à entraîner la chute du capital. L'économie est devenue trop virtuelle. Quels moyens de lutte nous reste-t-il si la grève ne menace plus le système ?» Et je rajouterais, face à la radicalisation du pouvoir qui s'annonce, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser certaines de nos modalités d'action et notamment le rapport à la violence? Ludivine? Non, mais juste, en 2 mots, évidemment, la question est très, très juste. L'arme de la grève, elle me semble toujours absolument fondamentale. Maintenant, il faut voir aussi quelles sont les conditions matérielles, sociales et économiques quand des millions de personnes sont déjà particulièrement fragilisées, particulièrement affaiblies par la mise au chômage partiel, etc., avec des employeurs qui sont d'un cynisme total, mettant des gens en chômage partiel et en même temps continuant à les faire travailler, etc. Bon, on a vu toutes sortes de cas se multiplier en ce sens. Et donc, c'est sûr que même si je suis persuadée que la question de la grève, c'est un enjeu absolument majeur, mais on ne peut pas le brandir là non plus comme un fétiche, parce que c'est particulièrement difficile de se mettre en grève dans les conditions actuelles où il y a un affaiblissement économique de millions de personnes
au cœur de cette crise. Je pense que par exemple c'est très intéressant que beaucoup aient exercé en fait leur droit de retrait notamment, et donc la question va se poser voilà, de manière extrêmement puissante à partir du 11 mai dans bien des secteurs. Mais voilà, je ne veux pas esquiver cette question de la violence, parce que c'est vrai que c'est une question qui est particulièrement juste et qu'on n'a pas véritablement abordé tout au long de cet échange d'une heure et demie, parce qu'on finalement, tous ces projets, toutes ces alternatives dont on parle, je ne suis pas sûre qu'ils puissent se mettre en œuvre sans un rapport de force qui passe justement par une contre-violence. Moi, je parlerais plus volontiers d'une contre-violence, parce que, encore une fois, ce qui est extrême, ce qui est violent, c'est la situation dans laquelle on se trouve, c'est la violence de ce système juste monstrueux par ses aberrations, par ses inégalités vertigineuses, par ses injustices sociales, par le fait qu'on laisse les gens crever de faim, on laisse les gens crever dans des camps, ou dans les mers qui nous entourent. Donc la violence, elle est là d'abord, elle est là aussi dans les guerres d'intervention néocoloniale et impérialiste qu'a évoqué Mehdi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut d'abord bien souligner quand on parle de la violence, et que la violence, elle est d'une grande puissance aujourd'hui, ici et maintenant. Et que donc, oui, si on veut mettre en œuvre nos projets d'émancipation, de communauté politique, de commun, et de faire commun ensemble, c'est certain qu'en face, ils ne vont pas tranquillement dire « Ah ben après tout, vous avez raison, ça sera bien mieux comme ça et ça sera bien mieux pour tous et toutes ». Donc la question de la contre-violence, elle se pose en effet. La question des chamailleries, pour reprendre le mot de Macron. Hugo. Ton micro, Hugo. On fait tous l'erreur. Ouais, je me souviens plus de la première question. Il y a la violence, mais il y a la grève. Pour l'économie. Que faire si la grève n'est plus efficace? Ouais, alors bon, l'économie est virtuelle, elle est en partie du fait du rôle de la finance, etc. Mais elle n'est virtuelle qu'en grande partie. Je veux dire, qu'en partie, il y a quand même des limites tout à fait réelles et matérielles auxquelles s'affronte l'économie. Qui ne peuvent pas être évacués. Et à un moment, par exemple, il faut produire des biens matériels, des biens agricoles, des biens industriels, etc. Et ça, c'est pas du virtuel. Et derrière, du coup, il y a du travail. Et donc, je dirais, l'histoire de la grève, c'est l'histoire de débats éternels sur l'actualité ou non de la grève, ou sur le fait que la grève, ce serait du passé. Il y avait déjà des débats comme ça dans les années 60-70. Est-ce que la grève, c'est pas un truc... Bon, il y a toujours eu des débats autour de ça, quoi. Est-ce que la grève générale, c'est pas un mythe, est-ce que c'est pas un mythe mobilisateur par ailleurs, etc. Bon. Moi, je pense que la grève reste un moyen tout à fait central d'action pour les exploités, pour les salariés, pour les travailleurs dans les entreprises. Effectivement, dans des conditions qui ont changé par rapport aux années 70, il y a à la fois la précarisation des statuts d'emploi, évidemment, dans le privé, et en grande partie aussi dans le public, d'ailleurs, qui fait un usage immense des précaires, par exemple dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans l'appareil sanitaire, etc. Il y a également le fait que les grandes forteresses ouvrières ont disparu en grande partie, pas totalement, mais bon, elles ont quand même largement disparu, et que du coup c'était effectivement des lieux de travail très concentrés où on se connaissait. En plus, les statuts d'emploi étaient moins précaires, donc bon, c'était plus facile d'organiser la grève de masse à cette échelle-là, et effectivement, ça a pu être possible de mettre 10 millions de grévistes, d'avoir 9 à 10 millions de grévistes en mai-juin 68. Mais je pense qu'en fait, ce qu'a démontré d'une certaine manière l'expérience de décembre-janvier, c'est à quel point à la fois la grève reste et même en train de redevenir un mythe tout à fait mobilisateur dans une partie au moins de la population, dans une partie des secteurs militants, etc., y compris sous des formes relativement inattendues, ou en tout cas inattendues pour le mouvement ouvrier traditionnel, la grève féministe par exemple, qui est quelque chose qui est fort, pas tellement en France, mais qui a pu être fort dans des pays d'Amérique latine ou en Espagne. Mais la question de la grève se pose et va se poser, y compris dans le secteur privé. Le problème qui s'est posé en janvier, ça a été l'extension de la grève au secteur privé. Est-ce que le fait que ça ne s'est pas étendu veut dire que c'est absolument impossible? Personne ne peut le dire.
Mais ça reste, si on veut établir un rapport de force dans l'économie, c'est une étape absolument incontournable. Par ailleurs, on peut se demander, il y a évidemment des contraintes objectives qui font que c'est difficile de construire la grève dans toute une série de secteurs. Il y a un rôle, malgré tout, des directions syndicales, à la fois notamment confédérales, mais même de direction de fédération. Comment c'est possible que la grève soit partie si tard dans certains secteurs où pourtant les syndicats sont forts, notamment la CGT, par exemple dans l'énergie, dans les industries chimiques? Pourquoi c'est parti aussi tard et pourquoi c'est pas parti le 5 décembre en même temps que à la RATP et chez les cheminots? Bon, il y a des responsabilités quand même en termes de comment comment la lutte est menée, comment on peut établir un rapport de force, et il y a des débats qui doivent avoir lieu sur la semi-défaite, pour l'instant la défaite, même si c'est relativement, on ne sait pas encore ce qu'il en sera de la réforme des retraites. Voilà. Alors sur la violence, je pense que, en 2 mots, il faut refuser la fétichisation de la violence ou de l'anti-violence. Fétichiser la violence positivement et généralement mène à des actions minoritaires qui sont stratégiquement inutiles, etc. La fétichiser négativement, c'est se condamner à la défaite, parce qu'effectivement des changements sociaux radicaux impliqueront un affrontement avec les classes possédantes et impliqueront à la fois un degré très important d'organisation des exploités et des opprimés, et le fait d'assumer des tâches d'autodéfense de la révolution, des tâches de contre-violence à un certain moment. C'est absolument utopique de penser autrement. Donc il faut l'assumer, mais comme quelque chose qui est stratégiquement nécessaire et pas comme quelque chose qui serait existentiellement beau, ou je sais pas. Voilà, toutes les formes d'esthétisation de la violence, ça par contre c'est tout à fait néfaste à mon sens, ou des formes de fascination. Bon, ça il faut s'en débarrasser, mais par contre il faut l'assumer comme une tâche politique et stratégique à un certain stade. Et du coup, un stade par ailleurs où on n'est pas. Ça ne veut pas dire que l'autodéfense n'est pas immédiatement très importante. Hein. Je pense que les mouvements sociaux ont une responsabilité en la matière dans le fait d'étendre leurs capacités en matière d'autodéfense du côté de l'antiracisme politique, du côté du mouvement syndical, du côté du mouvement féministe. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on n'est pas encore au stade du tout de la contre-violence, pour le coup, de type révolutionnaire. C'est pas encore la guerre populaire. Mehdi? Sur la question du virtuel, moi je voulais attirer l'attention sur la question même du télétravail. Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous on doit se pencher parce qu'il y a de plus en plus d'exploitation liée à la question du télétravail. Il y a des gens qui travaillent la nuit, il y a des gens qui travaillent maintenant, il n'y a plus de jours fériés, il n'y a plus de week-end. C'est-à-dire il y a des formes en fait qui commencent maintenant à faire que le travail se trouve chez soi. C'est-à-dire on ne travaille plus seulement en entreprise, mais le travail continue à coloniser tous les autres aspects. Je pense que ça c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir pour construire une riposte à la colonisation du travail de tous les autres espaces de vie, y compris l'espace familial ou autre, quoi. Sur la question de la grève, moi j'ai la même réponse que Hugo. Je pense que tout dépend de la conjoncture et tout dépend de la stratégie qui va être élaborée par l'élite populaire. Je pense par exemple que dans le cadre des révolutions arabes, une partie, il y avait la grève, ils ont combiné la grève, mais ils ont combiné aussi avec l'occupation des espaces. Parce que l'occupation des espaces peut cristalliser aussi un moment important de confrontation avec le pouvoir. Je pense à la question de la logistique, ça veut dire pour d'autres, ça va être aussi de casser en fait la logistique du pouvoir, c'est-à-dire de l'empêcher de se renforcer. Pour moi, toute une question d'élaboration stratégique qui ne va pas venir dès le début, c'est-à-dire c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on discute, c'est quelque chose qui doit être élaboré, il doit être discuté, il doit être popularisé de telle manière qu'à un moment donné, on va privilégier tel choix et pas un autre choix. Par exemple, c'est la question de la violence. Par exemple, la violence, y compris par les armes d'une toute partie de l'immigration, ce n'est pas quelque chose qui était consensuel dans la société française et même consensuel dans certains secteurs de la gauche. Je pense à Khalid Kalkal et d'autres qui ont fait ce choix de prendre les armes à partir d'une perspective ultra minoritaire.
Donc, c'est-à-dire la chose, moi, sur laquelle moi je pense, c'est qu'en face, ils sont capables de tout. Croire, en fait, que la démocratie libérale ne va pas les empêcher d'utiliser les pires exactions si le pouvoir est menacé, c'est se bercer d'illusions. C'était le cas le 17 octobre 1961, ça peut être le cas maintenant et demain. Et donc, sa question de la violence doit être pensée, réfléchie. Est-ce qu'elle va permettre de construire une majorité au sein de la population pour pouvoir réussir à inverser le rapport de force ou pas? Je n'ai pas de réponse anticipée à cette question-là, mais je pense que la question en fait, de la violence d'État et la possibilité qu'elle soit une violence d'État barbare, sauvage, c'est une perspective qu'il ne faut pas en fait évacuer. Oui, bon, on va s'arrêter là. Il y a encore 1000 autres sujets à aborder. Malheureusement, on n'a pas le temps. Et c'est intéressant aussi de voir que après plus de 2 siècles de lutte, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent et auxquelles il est difficile de répondre. Donc là, pour servir de conclusion, on va prendre la conclusion de chacun. Le début du déconfinement va commencer le 11 mai. Qu'est-ce que, en tant que militant, on devrait faire selon vous? Et il y a plusieurs fois dans cette émission, on a parlé de la possibilité d'organiser un rassemblement, grosso modo, qui rassemblerait d'une façon assez large différents acteurs des mouvements sociaux pour discuter notamment de cet après. Est-ce que ça vous semble une piste souhaitable et faisable? On commence par toi, Hugo. Le micro. Quel tocard. On va avoir besoin de moments, sans doute, effectivement, de centralisation, d'initiatives centrales, en fait, qui permettent de reprendre un peu confiance dans le fait d'aller dans la rue, d'aller manifester. Je veux dire, personne n'est des super hommes, super femmes qui se dit pas qu'il y a des risques, etc. Donc, on a quand même besoin de se rassurer de ce point de vue-là, et puis de repasser du temps de fête ensemble entre militants, secteurs militants, etc. Mais par contre, je pense que effectivement, le plus important, c'est pas l'activisme effréné, être hyper volontariste, on va aller contre les consignes de l'État, etc. Je pense que ça, c'est pas pour moi le plus crucial ou le plus urgent, c'est de reprendre langue dans nos secteurs respectifs, de construire notre force collective là où on est, ou là où dans les secteurs où on est, de rechercher à retisser les liens qui se sont tissés au cours de la dernière période dans le milieu syndical, dans le mouvement étudiant et en tout cas dans le mouvement qui avait lieu à l'université par exemple, ou dans les assemblées interprofessionnelles qui ont existé un peu partout en France. Pour moi, c'est vraiment ça la tâche la plus urgente. Après, dans ces cadres-là, justement, il va falloir c'est un bon cadre pour avoir tous les débats, toutes les discussions qu'on commence à avoir ici, en fait. Évidemment, là, on est parti un peu plus loin, mais en tout cas, sur toute une question liée à la période dans laquelle on est, sur ce à quoi on va s'affronter dans les mois et dans les années à venir. On ne peut pas l'avoir en chambre ou sur des médias qui sont consultés quand même de manière relativement limitée, etc. On doit l'avoir dans des secteurs militants, mais pour ça, il faut les construire. Donc là, c'est déjà reconstituer notre force, pour moi. Force même individuelle, mais force évidemment collective. Donc pour moi, c'est ça, c'est d'abord ça l'urgence. Mehdi, le micro. La période était aussi une période de forte politisation, en tout cas en termes de débat, de réflexion sur le système mondial d'une manière générale. Et je pense qu'il faut prendre aussi appui sur toutes ces discussions qui ont eu lieu, même dans les espaces, peut-être dans les foyers, dans les familles, par Internet, à travers la télé, à travers beaucoup de lectures, parce que c'est une période où beaucoup de gens, c'est-à-dire, ils ont essayé quand même de comprendre, parce que comprendre ce qui nous arrive, c'était quelque chose de très important. Donc je pense qu'il faut s'appuyer sur cette période de politisation et de conscientisation. Deuxième élément sur lequel il faut s'appuyer aussi sur
des choses qu'on a vues dans la société et qui me paraissent vraiment importantes. Des solidarités qui se sont tissées. Des lieux de travail qui ont été investis par les travailleurs et qui ont construit à partir de ces lieux de travail, je pense à McDonald's à Marseille, pour construire en fait, pour faire des repas pour les gens, les familles qui sont en grande détresse sur le plan alimentaire. Je pense par exemple à quelques initiatives des sans-papiers. Je pense à quelques rébellions dans les prisons. Je pense à différentes formes de contestation, même s'ils n'ont pas pris une forme générale et même d'insubordination par rapport à la police, par rapport en fait à la délégitimation même de la parole de l'État et la parole du gouvernement. On voit qu'il y a une défiance envers le gouvernement. On voit aussi, il y a des signes avant-coureurs que par la suite, ils vont nous faire payer cette crise-là. Et on l'avait dès les premières mesures du gouvernement, où tout de suite, c'est d'abord le secteur bancaire qui a bénéficié d'une grande partie du financement de l'État et la Banque centrale. Donc il faut refuser en fait toute cette idéologie qui veut nous faire serrer la ceinture pour résoudre cette crise-là. Donc je pense qu'il faut s'appuyer sur la défiance envers la parole du gouvernement et de l'État, les solidarités qui se sont constituées, et puis il ne faut pas oublier nos mobilisations antérieures sur lesquelles on doit puiser pour construire une alternative à l'offensive qui se dessine contre les classes populaires. Et Ludivine? Oui, j'irai dans le sens aussi que vient d'indiquer Mehdi, à savoir visibilisation et politisation, c'est-à-dire que justement ce qui a été mis en visibilité aussi, ce sont des pans entiers du travail salarié qui étaient largement justement invisibilisés jusqu'à présent, méprisés, particulièrement opprimés par des conditions d'exploitation très, très dures et qui tout à coup, les fameux dernier de cordée ou je ne sais quoi selon le vocabulaire du cynisme macroniste, mais qui sont mis en pleine lumière. Donc ça, je pense que c'est un élément absolument fondamental du point de vue de la lutte sociale qui se mène. Et l'autre élément que mentionnait Mehdi et qui me semble en effet fondamental, c'est la question de la politisation, parce que c'est vrai que ce temps particulier, il a rouvert des formes de conscience qui se sont déployées autrement, et ça suppose aussi des métamorphoses individuelles et collectives. Moi, le dernier point que je voudrais aborder de ce point de vue, et en écho à ce qu'a dit Hugo, c'est qu'on a beaucoup entendu rien ne sera plus comme avant. On a beaucoup entendu parler du jour d'après, du monde d'après, etc. Et ça, je pense que ça a du sens, qu'on ait une telle conscience de cette nécessité-là et que cette conscience-là se soit développée dans des secteurs qui, jusqu'à présent, ne la manifestaient pas du tout, cette conscience. Et c'est tant mieux, il faut s'en réjouir. Mais du coup, il faut aussi, sans être employé des mots grandiloquents, etc., sur la responsabilité, ou il faut être à la hauteur. Je ne veux pas lester ces mots-là de trop de poids, mais pour autant, ils me semblent quand même importants. Enfin, moi, je les ressens. C'est comment être à la hauteur de cette situation où on dit et on répète « rien ne sera plus jamais comme avant ». Et dès lors, je pense que, comme le disait Hugo, il faut en effet retisser les liens militants, etc., mais aussi aller plus loin dans le sens de combattre le cloisonnement, l'émiettement, parce que c'est ce qu'on ressent beaucoup en ce moment, c'est que d'un côté, il y a une profusion d'initiatives, de textes, d'appels et de solidarités actives et pratiques qui sont des solidarités profondément politiques, d'une part, et de l'autre, justement, une dispersion de ces appels, une dispersion de ces initiatives. Et donc, le grand enjeu, ça va vraiment être de travailler à fédérer, à appeler, alors je ne vais pas reprendre le mot convergence, parce qu'on a vu aussi qu'il avait été trop galvaudé finalement, même s'il nous importe, mais c'est vraiment fédérer des forces. Et c'est pour ça que je reprendrai volontiers cet exemple du LKP. Parce que, pourquoi le LKP? Parce qu'en effet, c'est des forces qui habituellement se partagent le travail, en fait, le travail social et politique. D'un côté, les syndicats, de l'autre, les organisations plus directement politiques, les partis, de l'autre, les associations, les collectifs, etc. Or, on a vraiment besoin
de fédérer ces forces-là dans un sens émancipateur, dans le sens du commun. Ben, écoutez, on va terminer là pour cette émission qui a été un peu plus longue que prévu, mais le débat était tellement passionnant qu'on s'est permis de dépasser un peu notre temps. Merci Hugo Paletta, merci Mehdi Mefta, merci Ludivine Bantini. Deux, trois petits mots avant de nous quitter. Donc, n'oubliez pas de toujours partager cette émission, de vous abonner à la page de Parole d'honneur pour ne rater aucune émission. Et si vous souhaitez de nous faire un don, en sachant que nous sommes tous bénévoles à Parole d'honneur, donc si vous voulez nous faire un don, c'est via le lien qui doit s'afficher normalement sur votre écran. Pour la prochaine émission, on va se retrouver dimanche à 18h. On va continuer notre discussion sur le jour d'après avec un aspect plus international en discutant de géopolitique, avec toujours des invités de grande qualité. On aura Claude Serfati, qui est économiste et travaille notamment sur l'industrie de l'armement, en particulier français. On aura aussi Georges Corme, qui est historien, ancien ministre des Finances du Liban et qui a écrit de nombreux ouvrages sur le Moyen-Orient. Et enfin, on aura Bertrand Badi, qui est politiste, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et spécialiste des relations internationales. Voilà, encore merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sahaf Torkom. Et prenez soin de vous et à dimanche.